Pape Ndiaye est professeur d'histoire à Sciences Po et directeur du département d'histoire également à Sciences Po. Il est spécialiste d'histoire sociale des États-Unis, particulièrement des minorités. Il s'intéresse également aux situations minoritaires en France, histoire et sociologie des populations noires, normalien, agrégé, docteur en histoire, diplômé de l'Université de Virginie aux États-Unis. Il enseignait en France à l'École des hautes études en sciences sociales et aux États-Unis, Université de Pennsylvanie, d'où vient Lydie Moudileno. Il a enseigné également à New York University, à Northwestern University. Il travaille actuellement à une histoire mondiale des droits civiques au XXe siècle, en envisageant cette question dans une perspective plutôt transnationale. Il est notamment l'auteur d'un livre qui avait fait beaucoup de bruit, beaucoup de presse et beaucoup de réceptions critiques positives, La condition noire, préfacé par, je crois, sa sœur, oui, Marie Ndiaye, et c'est sur une minorité française paru chez Kalman Levy en 2008 et réédité, que vous pourrez trouver chez Gallimard, ce folio réédité en 2009. Je trouve que son intervention va dans le sillage de ce que vient de nous dire tout à l'heure Pascal Blanchard, puisqu'en regardant cette histoire, comment on fait pour faire rentrer justement la France noire dans l'histoire de France, c'est intéressant aussi qu'avec Pape Ndiaye, on puisse voir les représentations de l'Afrique pour les afro-descendants en France. C'est le titre de son intervention, Pape Ndiaye. Bonjour, merci beaucoup Alain pour ta présentation et surtout pour l'organisation de cette journée qui est une journée importante, je crois, dans la vie sociale, dans la vie universitaire française. Et je suis vraiment ravi d'y participer et de voir qu'elle recueille tant une audience aussi importante. Alors oui, ma présentation porte sur les représentations de l'Afrique pour les afro-descendants de France, finalement en prolongeant cette réflexion générale de la journée sur penser et écrire l'Afrique noire. Ces pratiques multiples se déploient à l'échelle du monde. Depuis l'Antiquité sans doute, penser et écrire sur l'Afrique occupent le monde et de manière encore plus évidente depuis le XVIe siècle. L'historien américain William Cohen avait montré il y a 40 ans à quel point, à partir justement du XVIe siècle, les publications sur l'Afrique s'accrurent de manière phénoménale dans toute l'Europe. La réorganisation, l'invention de nouveaux savoirs sur l'homme passaient par la race, ce soubassement obscur des Lumières, et particulièrement la race noire, en quelque sorte fondatrice, avec la race blanche aux deux extrêmes, des hiérarchies entre groupes d'humains. Même si ce moment moderne, profondément associé à la colonisation, n'est pas homogène et qu'il est historiquement révolu, quelque chose d'essentiel est apparu et resté, l'exceptionnalisation de l'Afrique noire. En dépit des travaux de sciences sociales et d'histoire contemporain, l'exceptionnalité essentialisante de l'Afrique subsaharienne demeure dans les discours, y compris parfois en Afrique même. Ne pas chercher une spécificité africaine, disait ce matin Souleymane Bachir Diagne, c'est-à-dire ne pas partir d'un postulat selon lequel, par nature, les Africains seraient différents. Aujourd'hui, l'Afrique est incontestablement à la mode. Un ensemble de facteurs y contribuent, parmi lesquels l'économie. Les économies africaines se portent mieux, avec des effets sociaux évidemment très questionnables. La croissance forte des réseaux Internet qui enchâssent l'Afrique dans le monde globalisé des réseaux sociaux et de l'information en continu. Les médias, chaînes de télévision, suppléments aux grands quotidiens européens, les expositions comme celle de Seydou Keïta au Grand Palais aujourd'hui, les universités, fondations privées et autres lieux producteurs et diffuseurs de savoirs scientifiques, le regain de l'africanisme universitaire. À Sciences Po, par exemple, nous créons cette année la première chaire d'histoire de l'Afrique subsaharienne. Tout cela montre à quel point, particulièrement en France, avec des temporalités certainement différentes par rapport à d'autres pays, les choses changent depuis quelques années. Il est donc dès lors tentant de poser la question des représentations de l'Afrique chez les
noirs de France, particulièrement les afrodescendants. Par afrodescendants, je signale ici une partie de la population noire de France, pas toute, car ce n'est nullement une obligation ou une nécessité, qui se réclame d'une ascendance africaine. On pourra parler ainsi de diaspora africaine. La notion de diaspora est utile pour peu qu'elle soit précisée, c'est-à-dire articulée à un rapport entretenu avec le continent africain. La diaspora, ce n'est pas seulement la dispersion, c'est aussi la construction d'un lien avec un lieu, fréquenté ou pas, inventé, rêvé, étudié, pensé. Un lien qui peut se nouer à un moment ou l'autre de la vie, quand on en a besoin, quand on est prêt, quand la littérature vous fait signe, quand la question de la filiation se pose. L'Afrique, pour ceux que Lydie Moody-Leno ce matin appelait les rejetons de l'Empire. Que font de l'Afrique les rejetons de l'Empire? Cette question est explorée magnifiquement, je crois, par les romanciers, mais elle est laissée en jachère dans les sciences sociales. Je voudrais donc en donner quelques aperçus très rapides ici. D'abord, la question des liens entretenus avec une région d'origine par les migrants plutôt que par les descendants a mobilisé les spécialistes des migrations depuis longtemps, sous plusieurs angles. En voici quelques-uns, par exemple. Tout d'abord, l'angle des attaches familiales et sociales. Des travaux très nombreux en sociologie et en ethnologie ont porté sur ces liens vivants maintenus par les migrants à l'échelle des régions, des villes, des villages. Il existe en France plusieurs centaines d'associations regroupant les migrants africains en fonction de leur région d'origine, de leur ville, de leur bourgade. Comme l'a montré il y a assez longtemps Christophe Daume, les associations villageoises de la vallée du fleuve Sénégal ont collecté des fonds pour des projets dans des villages d'origine relevant de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la religion. Ces migrants sont actifs à la fois en France et dans leur région d'origine. L'action citoyenne vers le pays d'origine est ainsi un point d'appui dans le cas présent pour une citoyenneté dans le pays d'installation. Mais quid des liens avec les enfants, des citoyens français ou britanniques ou portugais d'aujourd'hui? Une deuxième attache, c'est celle des attaches donc politiques et intellectuelles qui ont fait l'objet aussi de très nombreux travaux pour ce qui concerne les activités des originaires du continent africain en France. Je vais en prendre 3 exemples parmi d'autres. Un exemple très étudié, c'est celui de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF, créée en 1950. Cette fédération joue un rôle tout à fait notable dans la formation politique des étudiants africains. Après les indépendances, le mot d'ordre de la FEANF consista à combattre l'impérialisme par un discours tiers-mondiste très militant. Un journal, l'Étudiant d'Afrique noire, publié par cette association, faisait le lien avec ces différentes sections régionales. On connaît bien aussi l'histoire de Présence africaine, revue fondée en 1947 par Alioune Diop, suivie 2 ans plus tard par la maison d'édition du même nom. Présence africaine s'inscrivait dans cette lignée des revues noires de l'entre-deux-guerres, en particulier la Revue du Monde Noir, Légitime Défense et l'Étudiant Noir, mais elle ajoutait à leur perspective diasporique 2 caractéristiques notables. D'abord, le panafricanisme qui faisait que Diop et ses collaborateurs s'intéressaient non seulement à l'Afrique francophone, mais aussi à d'autres régions du continent, ce qui ouvrit la revue à la langue anglaise. Ensuite, la revue militait beaucoup plus clairement qu'avant-guerre pour une décolonisation, pour la fin des empires. Le grand mérite de la revue, c'est d'avoir historicisé l'Afrique, même parfois de manière fictionnelle, d'avoir déplacé la perspective africaniste de l'Europe vers elle, bref, d'avoir organisé un espace éditorial alternatif où était proposé ce que Valentin Mudimbe appelle des discours subreptices qui remettaient en question la domination impériale dans ses composantes politiques, mais aussi culturelles. 3e exemple, celui des associations de travailleurs africains en France. Voyez la création, dès 1961, de l'Union générale des travailleurs sénégalais en France. 2 objectifs étaient alors prioritaires. D'une part, les questions d'habitat et de santé. D'autre part, un travail de relations publiques auprès des médias et des associations. La référence sénégalaise n'était pas strictement nationale. L'UGTSF incluait également des Mauritaniens et surtout des Maliens qui composaient la grande majorité des Africains noirs de France des années 60. Mais l'union ne dura pas, en raison notamment des autorités d'origine engagées dans des politiques de construction nationale. L'Union des Mauritaniens de France, l'Association des travailleurs maliens de France virent donc le jour en 63 et 64, avec la bénédiction des gouvernements mauritaniens et maliens qui voulaient surtout en faire des instruments de contrôle de leurs ressortissants.
En 1968, le gouvernement sénégalais tenta de soumettre les associations sénégalaises en organisant, lors d'une grande réunion parisienne, la fusion de 6 associations, à l'exception de l'UJTSF, qui dès lors fit figure d'adversaire du régime de Senghor, qui craignait qu'elle ne servît les intérêts de l'opposant Mamadou Dia. Parallèlement, des efforts de rassemblement de tous les Africains noirs furent entrepris avec la fondation de la Fédération des travailleurs d'Afrique noire, la FETRANI, en 1970, qui rassemblait une dizaine d'associations, principalement ivoiriennes et béninoises. La FETRANI développa ses activités en direction des travailleurs des foyers et avait alors une certaine audience institutionnelle. Puis, les militants quittèrent cette association pour créer en 1982 la Fédération des travailleurs africains en France, regroupant surtout des associations maliennes. De son côté, l'UJTSF affronta des dissensions internes qui aboutirent à la création d'une autre association qui devint par la suite l'Union des travailleurs sénégalais en France. Ces associations se sont étiolées aujourd'hui, mais les membres sont relativement âgés, mais il est important de rappeler cette histoire-là parce qu'elle permet aussi de comprendre certains efforts et certaines difficultés d'organisation des travailleurs migrants actuels, souvent en situation de fragilité juridique. Depuis les indépendances, des travaux ont été publiés sur les militants africains en France qui se sont organisés pour dénoncer une dictature, soutenir l'opposition. Cette politique d'exil s'inscrit dans un espace politique transétatique fonctionnant en dehors du pays d'origine. Cet espace, qui est à la fois un champ de lutte et un champ de force, rassemble des personnes et des groupes s'affrontant pour la représentation à l'étranger de leur peuple ou de leur nation. Le sociologue Stéphane Dufoy montre que l'exopolitie obéit à 2 logiques contradictoires que tentent de concilier les groupements exilés, la continuité et le décalage. La première, c'est un impératif politique pour légitimer la lutte à distance. La seconde, c'est un impératif de réalité, leur rappelant que le pays continue d'exister sans eux. Mais l'exploration de ces attaches, disais-je, a laissé de côté la question des descendants de migrants nés en France, citoyens français. De très nombreux travaux sur les descendants de migrants installés en Amérique du Nord ont souligné les changements entre la 2e génération soucieuse d'intégration et qui prend distance avec le pays des parents. À Chicago, par exemple, que j'ai étudié, on voit comment les jeunes Italiens, dans les années 50, font mine de ne pas comprendre l'italien en dehors du cercle familial et communautaire et prennent un accent anglais pour parler aux filles qui n'étaient pas dupes. Et les générations suivantes, qui n'ont plus besoin de faire leur preuve nationale et qui tissent à nouveau un lien choisi avec le pays d'origine. C'est parmi eux que l'on trouve les militants actifs des associations, parfois les militants politiques, comme aux États-Unis dans le cas du nationalisme irlandais. En ce qui concerne la migration africaine, je ne connais pas encore de travaux à ce sujet sur les générations suivantes afro-descendantes. Les pistes que je propose ne sont donc que des hypothèses qui demandent à être vérifiées ou infirmées, bien sûr. Première piste, c'est le fait que le repli identitaire français, la progression de l'extrême droite en France ont pour conséquence aujourd'hui d'intimider les expressions multiculturelles mettant en valeur les attaches avec des pays du Sud, non blancs, non européens, et d'encourager, en manière de protection, une insistance sur la francité de la part des principaux intéressés. Dans l'enquête que j'avais menée il y a quelques années, la très grande majorité des personnes noires interrogées insistent sur le fait qu'elles sont françaises ou minimalement que leur identité incorpore la part française combinée à une autre. Je vous cite le cas d'un jeune il avait 25 ans à cette époque, il s'appelle Alou, il est né en France de parents sénégalais, il explique qu'il est soit franco-sénégalais, soit français, selon les gens à qui je parle, dit-il. Il continue, de toute manière, si tu es noir, déjà, tu n'es pas vu comme français. Si en plus tu as un nom pas catholique, alors là, fin de citation. L'amertume de mes interlocuteurs est très présente à propos de leur identité nationale, souvent interrogée, parfois soupçonnée, comme s'il existait une contradiction entre leur apparence noire et leur citoyenneté française. On sait bien que les institutions de la République, en dépit des principes affichés, n'ont pas été indifférentes à la couleur de peau dans le traitement des personnes. Bref, les Français noirs d'aujourd'hui et d'hier font l'expérience d'une identité française contestée, d'où un attachement d'autant plus véhément à celle-ci.
Plus leur identité française est suspectée ou interrogée par la police, par exemple, lors des contrôles au faciès, plus ils la soulignent et insistent qu'ils sont aussi français que les autres, qu'il n'y a ou ne devrait y avoir aucune différence entre eux et les Français blancs, pour qu'on ne leur demande plus tout le temps, au fond, d'où venez-vous. Vous savez, on vous demande toujours d'où venez-vous quand vous êtes noir en France, et si vous dites, moi je suis de Paris ou de Lille, eh bien on vous dit, mais d'où est-ce que vous venez vraiment ? Deuxième proposition, c'est le fait que cet attachement-là, cette protection-là, disons, ne signifie pas pour autant un abandon d'autres attaches. C'est le cas en particulier de l'origine, du pays d'origine des parents, de la région. C'est justement le cas, bien sûr, des Africains qui n'ont pas la nationalité française et qui se réfèrent à leur nationalité. Mais c'est aussi le cas des afrodescendants qui se réfèrent, le cas échéant, à leur pays ou région d'origine, ou à celui ou celle de leurs parents et de leurs grands-parents. Alou, toujours, ne manque jamais une occasion d'évoquer son identité sénégalaise et ce que le pays d'origine de ses parents lui a apporté. Il est en quelque sorte un Français à trait d'union, comme il existe aux États-Unis des Américains à trait d'union. Les situations sociales où il a affaire à des interlocuteurs compréhensifs, des amis, lui fournissent l'occasion et le plaisir de faire référence à sa sénégalité. Français à coup sûr avec les institutions, avec les inconnus, avec celles et ceux dont il peut lire dans le regard un je ne sais quoi de condescendant ou d'hostilité même dissimulée sous un sourire condescendant. Patelin. Franco-sénégalais avec la famille, les amis, avec ceux qui ne lui demandent pas tout de suite à brûle-pourpoint d'où il vient et avec qui une confiance s'instaure. Une identité à géométrie variable, adaptée aux circonstances sociales, plus ou moins multiculturelles. Par contraste, les Noirs américains ne peuvent généralement pas se référer à cette origine géographique nationale extérieure aux États-Unis. L'anthropologue John Ogbu remarquait que les Afro-Américains, prototypes de migrants involontaires, n'ont pas eu à leur disposition les ressources culturelles de la plupart des autres migrants, permettant à ces derniers de faire état d'une identité valorisante dans la région d'origine, la filiation, la réputation familiale, les savoir-faire, mais aussi pour les migrants eux-mêmes, la profession, la langue, etc. À New York ou Paris, un chauffeur de taxi haïtien ou malien peut dire « Dans mon pays, ma famille est honorablement connue ». Troisièmement, l'importance de l'identification racialisée, c'est-à-dire le fait de se penser, entre autres, comme noir. Je pensais initialement que cette identification serait rare, eu égard au caractère intimidant d'un républicanisme universaliste français, habituellement hostile à cette référence, ainsi qu'à des travaux universitaires qui, jusqu'à ces dernières années, la négligeaient ou la minoraient. Mes interlocuteurs, à la fin, c'était entre 2006 et 2008, ont affirmé cette hypothèse. La majorité d'entre eux s'identifiaient comme noirs selon des modalités différentes, pas uniquement noirs, donc, mais aussi noirs. Janine, par exemple, dit, je la cite, « Je suis française, je suis une Française noire, parisienne aussi. Je sais que ça en choque certains, mais je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas que je suis noire. C'est quand même pas honteux, je ne vais pas me cacher. » Fin de citation. Yvonne, dans le même ordre d'esprit, explique, je la cite, « Je me sens plus noire qu'avant. D'un côté, on te dit que tout le monde est pareil, qu'il ne faut pas faire attention à la couleur de peau. Moi, je suis d'accord, mais il faut bien voir que les autres y font attention. Ah bon ? Bon, si vous pensez que je suis noire, bon, je le suis. » Fin de citation. Ma position est très voisine de celle d'Yvonne. Moi non plus, je ne me résume pas à mon apparence noire, mais il se trouve que je suis souvent considérée comme telle. En cela, ma condition est celle d'être un Français noir, non pas par nature, mais par société. Je ne suis pas noir parce que je l'ai décidé, parce que cela serait ma nature, ou parce que je souhaiterais que les autres me considèrent comme tel. Je suis noir parce que c'est comme ça que je suis perçu le plus souvent, et pas de manière négative, loin s'en faut, et qu'il faut bien que je l'assume. Je n'en tire nulle fierté particulière, mais je n'en ai pas honte non plus. Je ne suis pas noir par choix identitaire, je suis noir par dignité. Il est bien possible que l'apparition des Noirs de France, figurés comme tels dans l'espace public français depuis quelques années, contribue à cette identification noire plus présente que jadis, comme si un tabou avait été levé, une gêne, une honte parfois. Cette évolution est très difficile à prouver, mais elle me semble néanmoins probable depuis 15 ans.
Pour autant, la fin de l'invisibilité des Noirs ne signe pas un ralliement à une identification racialisée subsumant toutes les autres. Les afro-descendants qui s'affirment comme tels ne disent jamais qu'ils ne sont que noirs, ni même qu'ils le sont tout le temps, mais ils incluent cette carte dans leur portefeuille identitaire. La quatrième remarque tient à une référence qui me semble très présente chez les afro-descendants français. C'est une référence transatlantique. C'est la présence des États-Unis qu'un de mes interlocuteurs en 2009 qualifiait de, je le cite, de manière précise, le seul pays du monde noir qui a réussi. Fin de citation. Il n'y a pas de naïveté chez sa part sur les difficultés, sur le racisme, sur les discriminations qui persistent aux États-Unis. Les meurtres de jeunes noirs font l'actualité depuis 2014. Mais une attirance, un intérêt pour le pays, d'abord des stars du sport et de la musique mondialisée, mais aussi le pays d'Obama. Un ensemble de références politiques, culturelles, sportives, qui empruntent chez les jeunes plus aux États-Unis qu'à l'Afrique, me semble-t-il. Des formes de reconnaissance du culture pluralisme, des formes de construction d'un Atlantique noir de référence, ce qui d'ailleurs peut expliquer certains itinéraires migratoires. Le cinquième point, c'est justement le fait que l'on observe depuis quelques années un mouvement de jeunes afrodescendants qui partent s'installer dans le pays des parents avec des diplômes. À Bamako, à Dakar, à Abidjan, on rencontre de jeunes juristes, de jeunes gestionnaires, des diplômés d'écoles de commerce, des ingénieurs qui se sont installés dans ces grandes villes, moyen de contourner les discriminations d'accès au marché de l'emploi en France, de s'appuyer sur un réseau familial, d'affronter un inconnu rendu éventuellement familier par les voyages précédents. La question des itinéraires vers l'Afrique, mais aussi vers les États-Unis, ou alors dans des triangulations Europe, États-Unis, Afrique, tous les pays d'Afrique d'ailleurs, pas simplement le pays d'origine des parents ou des grands-parents, c'est une question, me semble-t-il, absolument passionnante pour les anthropologues et les sociologues d'aujourd'hui. En conclusion, je dirais qu'il y a tant de travaux à mener sur tout cela. Comment se tissent des identifications au continent africain qui incorporent des parts politiques, professionnelles, culturelles, avec des variations selon les moments de la vie? Comment s'organisent ces itinéraires personnels et collectifs, renforçant la part africaine de la société française, mais dessinant aussi autre chose? Car être afrodescendant, ce n'est pas forcément s'intéresser de près à l'Afrique, c'est même parfois tourner le dos à l'Afrique. Et c'est bien le droit des principaux intéressés. On a le droit d'être afrodescendant, visiblement, et d'être spécialisé en littérature scandinave ou en anthropologie japonaise. Et tant mieux. Mais c'est aussi, dans un moment politique globalement méfiant, voire hostile, un enjeu pressant que celui-là, pour une partie de la jeunesse française, les rejetons de l'Empire, les enfants noirs de la République. Merci. Merci à Pape Ndiaye qui nous a entretenus sur ce terme aussi d'afrodescendance. Intéressant de voir aussi cette sorte de redéfinition même de la diaspora, en refusant toujours de percevoir cela que dans la mobilité, mais aussi dans la construction même de ce qu'on va être dans le lieu où on est, et puis l'alerte qui est là sur la question du repli identitaire qui pousse justement à une certaine intimidation de l'expression multiculturelle. Et j'ai aussi admiré cette forme de français à trait d'union. Donc c'est toujours franco quelque chose, franco. Normalement, le trait devait faire l'union, mais en l'occurrence, le trait fait la désunion. Donc il faudrait revoir les choses. Contraste aussi intéressant avec les Afro-Américains, avec leur histoire plutôt de migration involontaire et cette tendance que nous avons, surtout en France, de toujours vouloir calquer peut-être l'histoire ou bien l'attitude des Noirs de France avec à celle des Noirs américains, en pensant peut-être qu'il suffit simplement de changer ou de copier ce qui s'est fait là-bas pour être en phase avec ces groupes
ces communautés qui, aux États-Unis, ont une autre histoire, longue histoire, des droits civiques, des ségrégations raciales, et qui pourraient donner une spécificité. Et je pense que nous sommes dans la même lancée si on se mettait à parler, par exemple, aussi de la visibilité de ces Noirs, ici en France. Rokhaya Diallo, qui est journaliste française, écrivaine, et je n'ai pas dit française à trait d'union, Diallo, journaliste française, écrivaine et réalisateur reconnue pour son travail en faveur de l'égalité raciale, des genres et même religieuse. Elle est administratrice de la chaîne BET, et a produit et réalisé des documentaires et des émissions de radio et de télévision. Elle a coécrit La France une et multiculturelle, paru chez Fayard, et a publié À nous la France, chez Michel Lafon, et Comment parler de racisme aux enfants, Le Baron Perché, aux éditions. En 2015, elle publie sa première bande dessinée, Paris, d'Ami, aux éditions Delcourt, et récemment Afro, paru aux éditions Les Arènes, qui dresse le portrait des Parisiens afropéens qui portent leurs cheveux naturels. Et son intervention aujourd'hui est intéressante puisqu'elle va nous parler un peu du côté des médias, formuler la question noire dans les médias, du déni à l'affirmation. Rokhaya Diallo.